écouter le monde changer. Fabienne Lemoyle. Allez, je vous propose maintenant une plongée au cœur des souvenirs d'une salle de spectacle mythique, l'Olympia. Et celui qui va nous faire revivre les grands moments qu'il y a vécu, c'est Roger Morizot. Pendant 34 ans, il a été le régisseur de l'Olympia aux côtés de son directeur Bruno Coquatrix. À 91 ans, Roger Morizot, que tous les artistes de Piaf à Gréco surnommaient affectueusement Doudou, a décidé de raconter ses souvenirs. Et quels souvenirs! Alors une fois n'est pas coutume, on va sortir quelques minutes du studio car c'est chez lui, en région parisienne, au milieu de toutes les photos qui rappellent ces années Olympia qu'il m'a reçues. C'était mercredi dernier. Bonjour Roger Morizot. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir alors que vous publiez vos mémoires, plus de 30 ans dans les coulisses de l'Olympia. Ça s'appelle « Je les ai tous vus débuter » aux éditions de l'Archipel. Et pour cause, parce que vous avez connu les plus grands, c'est assez impressionnant au fil des pages. Piaf, Brel, Sylvie Vartan, Beko, Johnny, la liste est très très longue, même Frank Sinatra. Mais déjà quand vous débarquez dans cette salle mythique du 28 boulevard des Capucines, on est en 1954. Ça ressemble à quoi l'Olympia? Bien, c'était une ancienne salle de cinéma qui avait été abandonnée. La poussière, je n'en parle pas, les rideaux, tout était pourri. Le sol et tout était à refaire, les fauteuils et tout. Et Joseph Bouglione a dit à Bruno Coquatrix, bah tiens, voilà mon décorateur, si tu le veux, je te le donne pendant 15 jours, 3 semaines. C'était épouvantable, on était au moins une cinquantaine d'ouvriers sur la scène, dans les coulisses, parce que c'était vraiment un gravat. Qu'est-ce qu'il voulait en faire, Bruno Coquatrix, de cette salle, justement? Bah, C'était quoi son rêve? son rêve, c'était en faire un musical. Il n'avait pas une vedette, il n'avait personne. Et on a lancé le musical et c'est parti comme ça. Donc vous êtes resté, au lieu de quelques mois, 34 ans, pendant 34 ans en coulisses, mais aussi d'ailleurs parfois sur scène, puisque Bruno Coquatrix vous a parfois poussé, comme avec Joséphine Baker, quand il voulait que vous alliez lui porter un micro. Et vous avez, je le dis, rencontré les plus grands, dont vous étiez le confident aussi. D'où ce surnom de Doudou? Ça vient d'où ce surnom? Parce que tout le monde vous appelle comme ça dans le métier. Tout petit, on m'appelait comme ça. Parce que j'aimais les petites pluches, les petits nounours, ces petits trucs. Alors c'était mes doudous. Et tous les artistes à l'Olympia vous ont appelé comme ça. Et ça a suivi. Alors Doudou, parce que vous aviez quel rôle auprès de ces artistes? J'étais régisseur général, donc Coquatrix signait avec les vedettes. J'ai connu les plus grands. Donc on sympathisait parce que c'était la grande famille à l'époque. Je réglais les lumières parce que j'adorais ça, de faire les effets de lumière sur scène. C'est joli à faire. Et vous assistiez aux répétitions? J'assistais à toutes les répétitions. Alors justement, il y a ceux que vous appelez dans votre livre les emmerdeurs, mais surtout, il y a tous ceux avec qui vous avez noué quelque chose de particulier. Et tout en haut, j'ai envie de dire, de l'affiche, il y a Édith Piaf. Elle vous avait donné un petit surnom d'ailleurs. Elle m'appelait sa petite gueule, parce qu'elle m'adorait. Elle était très superstitieuse. On était un peu son gadget. Elle voulait que je sois là. Quand elle sort dans la loge pour aller sur scène, elle voulait que je sois là, que je l'accompagne. Et j'avais coupé sur le sol, j'avais retiré un bout de lino pour qu'on voit le bois, pour qu'elle touche du bois, qu'elle fasse un signe de croix. Ça le faisait 3 fois avant de monter en scène. Ça, tout le temps. Tout le temps. Et à chaque fois qu'elle arrivait sur scène, chose très rare, tous les musiciens se levaient pour la saluer. C'est toi une grande dame. En plus, Édith Piaf, elle a vraiment une histoire avec l'Olympia parce que c'était sa maison. Et j'ai envie de dire qu'elle l'a sauvée plusieurs fois, cette maison, hein. 2 fois. C'est-à-dire qu'en fait, elle jouait pour sauver les finances de la maison, en clair. Elle a chanté gratuitement. 6 semaines. Au moment de son enterrement, vous êtes allé poser un petit morceau du rideau de l'Olympia, c'est ça? J'ai coupé un bout de tissu en bas sur l'ourlet, vraiment dans les coulisses, sur le côté. Et je lui ai dit, ça t'appartient à Edith. Et j'ai pas pu l'approcher, je l'ai jeté dans sa tombe comme ça. Et Aznavour m'a vu faire, il m'a fait, c'est formidable, c'est à elle, ça lui appartient. Il y a un autre artiste qui a beaucoup compté pour vous, c'est Brel. Vous avez même assisté, vous le racontez dans le livre, à son dernier repas. Quelle image vous gardez de Brel? On se souvient tous d'un Brel totalement traqueux. Quand il était dans sa loge, il parlait à tout le monde et tout, il était bien. Avant d'entrer en scène, il vomissait à chaque fois. Et c'était un grand monsieur, un très très grand monsieur, d'une gentillesse
Il y en a d'autres dont vous parlez de manière un peu plus anecdotique, mais quand même, ça dit beaucoup de leur personnalité. Je pense par exemple à Johnny Hallyday, qui avait un entourage visiblement trop présent. Vous racontez une scène qui est quand même géniale, où il rentre dans sa loge. On est en tournée, il peut même pas accéder à ses vêtements de scène, tellement ceux qui l'entourent ont envahi l'espace. C'est-à-dire, dans sa loge, c'était bourré de musiciens, de filles qu'il rencontrait, de personnel. Tout le monde occupait les lieux chez lui. Et il se laissait faire. Comme c'était un brave garçon, il était gentil et tout, mais il piquait des colères inutiles. Et il ne voyait pas ce qui se passait autour de lui. Il était trop gentil. Et il était adorable. Parce que vous racontez quand même qu'une fois, il est obligé d'aller en tenue de ville sur scène parce qu'il n'a même pas pu s'habiller. Il y a une chose qui m'a marquée aussi en lisant votre livre, c'est qu'on découvre que travailler à l'Olympia, c'est aussi voyager dans le monde entier. Et vous parlez d'une tournée incroyable avec les Platters. Vous avez même été aux États-Unis avec eux. Et d'ailleurs, vous y avez découvert la ségrégation raciale. Mais racontez-nous cette tournée avec les Platters aux États-Unis, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, les Platters sont passés à l'Olympia. J'ai dit à Cocatrice, c'est formidable, ces Platters, ce Niou. Il me dit, d'ailleurs, vous partez demain matin avec eux. Ils vous ont littéralement adopté, les Platters. Oui. Cocatrice m'a rappelé, m'a dit, écoutez, on m'appelle les États-Unis, ils veulent absolument que tu reviennes. On veut Doudou, on veut Doudou. Alors, je suis allé avec eux. Je ne parlais pas anglais, eux ne parlaient pas français, et je les ai suivis partout. Du fait qu'ils étaient noirs, ils allaient dans un hôtel où on recevait les noirs, mais je n'avais pas le droit d'aller dans l'hôtel. Moi, j'ai dit, je suis avec les Platters, je m'en fous, moi. Et un matin, on est venu me chercher, on est monote, et on m'a emmené au commissariat. Et les Platters sont payés pour que je ressorte, parce que là-bas, on paye, on sort, avant le procès. Ils m'ont dit, tu prends l'avion et tu retournes. Et arrivé à l'aéroport, il y a des gars qui sont venus. Monsieur Morisot, oui. Régisseur des Platters, oui. On vous laisse partir maintenant, on ne revenez jamais ici. C'était le racisme de là-bas, à l'époque. Il y en a un autre que vous avez rencontré aux États-Unis, c'est Frank Sinatra. Ça aussi, c'est incroyable. Il est venu vous chercher en hélicoptère. C'est-à-dire, j'étais reçu chez Sinatra à Las Vegas. J'ai dit, mais comment je vais y aller? C'est à 17 km d'ici. Et vous me dites qu'il faut que j'y sois dans 1 heure. J'y serai pas. Et j'ai vu un hélicoptère s'approcher. Et l'hélicoptère jaune. J'ai dit, c'est pas vrai. Je suis monté dans l'hélicoptère. Je suis arrivé là-bas. Sinatra m'attendait là-bas. Je l'ai pris dans ses bras. Ses gardes du corps à côté, tous des folingues. C'est inimaginable des scènes pareilles aujourd'hui. Oui, mais je ne me rendais pas compte à l'époque. Tout était normal pour moi. Vous étiez un peu leur nounou à tous, un doudou, mais nounou aussi. Hein. Ah oui, j'étais leur nounou. Hein. Vous parlez de Juliette Gréco aussi, qui faisait des puzzles. Juliette, elle était extraordinaire. Je me souviens à l'époque, dans sa loge, quand elle passait, j'étais dans sa loge, on était par terre, et on faisait des puzzles grands comme la pièce, quoi. Elle adorait ça, alors je l'aidais. Et la Gréco, elle passait en scène. Le dimanche, on avait 2 matinées, une soirée. Derrière, dans les coulisses, on avait des bouteilles de vin blanc, on ouvrait des huîtres, et entre 2 chansons, elle venait, ça fait une huître, un coup de vin blanc, et elle allait chanter. Pour terminer, on a beaucoup parlé d'Édith Piaf. Il y a une chanson qui vous a marqué, qui symbolise vraiment Édith Piaf pour vous? Édith Piaf, toutes les chansons me plaisaient. Il y en a une, principalement, c'est l'accordéoniste. Parce que c'est là qu'elle m'a appelé sa petite gueule. Merci beaucoup. On va se quitter justement avec l'accordéoniste qu'on entend là en ce moment, Roger Morisot, Doudou, si je peux me permettre. Merci infiniment de nous avoir accueillis, d'avoir partagé comme ça avec nous tous vos souvenirs. Normal, non?